Rebonjour, chers étudiantes et étudiants, motivation et émotion PSF 342. Nous continuons à parler de la motivation de contrôle lorsque nous nous sommes laissés. Je vous disais qu'il y a probablement des différences individuelles, donc entre les gens, au niveau de la motivation de contrôle, donc en termes de comment motivés ils sont à ressentir qu'ils ont le contrôle ou à prendre des actions pour s'assurer qu'ils ont le contrôle ou à quelque chose comme ça. Et en effet, la motivation de contrôle donc, est une variable avec un certain montant de différence individuelle. C'est assez bien documenté. Et nous avons une mesure auto-rapportée pour la motivation de contrôle. En fait, nous en avons probablement plus qu'une, mais je vais vous parler d'une, qui est la DCS, Desirability of Control Scale. Donc, c'est une échelle auto-rapportée qui prétend mesurer comment désirable le contrôle est pour les individus. OK? Donc, on peut regarder certains des items de l'échelle. J'ai mis ici les items 12 à 17. Donc, l'échelle demande de, si on veut, évaluer en quelle mesure chaque affirmation nous représente, de 1 pas du tout à 7 complètement. Et donc, voici 5 items de cette échelle-là. I'd rather run my own business and make my own mistakes and listen to someone else's orders. Je préférerais avoir mon propre emploi et faire mes propres être employé à mon propre compte et faire mes propres erreurs que d'écouter les ordres de quelqu'un d'autre. J'aime avoir une bonne idée pour moi-même de ce qu'un travail implique avant de commencer. Lorsque je vois un problème, je préfère faire quelque chose pour le solutionner plutôt que juste rester assis et le laisser continuer. En ce qui concerne les ordres, je préfère les donner que les recevoir. Je souhaiterais I wish I could push many of life's daily decisions off on someone else. Ah oui. Donc, jusqu'à date, ça mesure le contrôle. Mais là, ça, c'est un item renversé. Okay? Vous vous souvenez, en méthode de recherche, on voyait que certains items sont renversés. Ça veut dire qu'on mesure l'inverse. Donc, on va renverser le score. J'aimerais que les autres prennent des décisions dans ma vie plutôt que moi. Donc ici, si vous mettez 1, ça équivaut à un 7 à les autres items parce que c'est un item renversé. Et when driving, I try to avoid putting myself in a situation where I could be hurt by another person's mistake. Lorsque je conduis, j'essaie d'éviter de me mettre dans des situations dans lesquelles je pourrais être blessé par les erreurs de quelqu'un d'autre. Donc, vous avez ici différents items, 5 items de ce Desirability of Control Scale, de DCS, et qui est très bien réputé pour mesurer la motivation de contrôle. Okay? Et l'idée, c'est qu'un score de DCS plus élevé, tenant en compte évidemment que lorsqu'on calcule le score, il y a certains items comme celui-ci qu'on doit renverser, comme si vous avez mis 1, vous devez le compter comme un 7, si vous avez mis 2, vous devez le compter comme un 6. Okay? C'est très standard dans des mesures comme ça. On renverse des items pour s'assurer que les participants ne répondent pas de manière aléatoire, dans le fond, là, ou de manière à mettre des 7 partout, sans lire les items. Donc, un score DCS élevé, ce sont des gens qui ont tendance à avoir des buts plus élevés, être plus persistants face à des obstacles par rapport à leur but et avoir des meilleures performances dans des tâches difficiles. Un score DCS faible est associé avec une plus faible motivation à atteindre le contrôle personnel. OK? Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on peut se demander, c'est, OK, on a une mesure de la motivation de contrôle, le score de DCS. OK? Maintenant, si on fait des corrélations entre ce score-là et plein d'autres variables, on peut essayer de voir quels sont certains facteurs, quelles sont certaines choses, quels sont certains facteurs qui font en sorte que certaines personnes ont moins de motivation de contrôle que d'autres. Ce qui répondra à la question, tu sais, quelles sont les différences individuelles.
quelles sont les différences individuelles en termes de motivation de contrôle. Okay? Mais lorsqu'on fait ça, on se rend compte, entre autres, qu'un premier facteur qui est associé au niveau de motivation de contrôle qu'on a, est-ce qu'on en a plus ou est-ce qu'on en a moins, c'est le locus de contrôle. Le locus de contrôle, pour faire une histoire brève, c'est lorsque quelque chose vous arrive, est-ce que vous percevez que la source, l'origine de cette chose-là qui vous est arrivée, elle est plutôt intérieure à vous? C'est à cause de vous ou c'est relié à certaines décisions que vous avez prises? Ou est-ce que vous percevez que c'est complètement externe à vous? Vous n'aviez pas rapport avec ça du tout. C'était... vous n'avez pas du tout un genre... une responsabilité là-dedans. Okay? Alors, les gens qui ont un locus de contrôle externe, ils croient que la source principale de... ici, on dit de nos renforcements. Là, c'est pour ainsi dire, souvenez-vous qu'en psychologie, renforcement, c'est les conséquences qu'il y a, finalement. Okay? Les conséquences qu'il y a lorsqu'on prend des décisions, les conséquences qu'on obtient, est-ce qu'elles sont... est-ce que ces conséquences-là, est-ce qu'on en est partiellement responsable ou non? Ceux qui ont un locus de contrôle externe croient que la source principale des choses qui leur arrivent, des conséquences qui leur arrivent, sont externes à eux-mêmes. Ils ne sont pas du tout responsables des conséquences qui leur arrivent. Ceux qui ont un locus de contrôle interne, c'est l'inverse. Okay? Donc, le locus de contrôle externe, les gens, et ça, on peut mesurer ça en passant, hein, quel genre de locus de contrôle vous avez. Puis, évidemment, vous me direz peut-être, oui, mais monsieur, peut-être que dans certaines choses de la vie, j'aurais plutôt un locus de contrôle externe, puis dans d'autres choses, j'aurais plutôt un locus de contrôle interne. Très bon. D'accord, il y a des différences dans une même personne dépendant des situations. Oui, mais il est aussi vrai qu'en général, il y a des différences entre les personnes en moyenne. Certaines personnes ont tendance à être un peu plus locus de contrôle externe, d'autres un peu plus locus de contrôle interne. OK? Donc, les gens qui ont plus tendance à avoir un locus de contrôle externe, ils ont tendance à avoir une motivation de contrôle plus faible. Des scores de ce DCS-là plus faible. OK? Donc, ils ont moins de motivation à obtenir, ou pas à obtenir, mais à obtenir le contrôle personnel. Et ça s'explique par le fait que pourquoi seraient-ils motivés à essayer d'obtenir tant de contrôle personnel si ils ont l'impression qu'en général, les conséquences qui leur arrivent, les choses qui leur arrivent, sont pas du tout de leur... ils n'ont aucune responsabilité là-dedans. OK? Par exemple, Reich, Zautra et Mann, en 1993, ont noté ça chez des patients âgés. OK? Des patients âgés avec un locus de contrôle externe ressentent beaucoup plus de détresse lorsque leur partenaire les encourage à prendre contrôle de leurs conditions médicales. Tu devrais prendre tes pilules, tu devrais aller voir le médecin, tu devrais appliquer la crème médicinale, et ainsi de suite. Les personnes âgées qui reçoivent des messages comme ça de la part de leur partenaire et qui ont un locus de contrôle externe ressentent plus de détresse. Okay? Parce que, justement, pour eux, ils ont moins de motivation de contrôle. Donc, de toute façon, pour eux, c'est moins évident que c'est sous leur contrôle que de prendre leurs médicaments, que de suivre, que de prendre contrôle de leurs conditions médicales, dans le fond. Donc, il y a le locus de contrôle. Est-ce qu'il est externe ou plutôt combien externe est-il? Okay? Est-ce qu'il est très externe? Est-ce qu'il est pas du tout externe, soit interne? Ça impacte. Est-ce que vous êtes quelqu'un avec plus ou moins de motivation de contrôle? Un autre facteur associé au niveau de motivation de contrôle, c'est l'âge. C'est l'âge. Les individus âgés ont typiquement moins de désir de contrôler certains aspects de leur vie. Apparemment, plus on âge, puis on prend de l'âge, évidemment, c'est fatigant de contrôler toutes sortes d'aspects de sa vie, et plus on prend de l'âge, plus on a tendance à ne pas souhaiter contrôler certains aspects de notre vie, et à engager des gens ou peut-être demander à de la famille proche de
prendre soin de telle affaire pour nous, de tel dossier pour nous, quelque chose comme ça. Donc, ce qui fait en sorte que finalement, ça ressort comme quoi, avec l'âge, dans certaines conditions, on a moins de motivation de contrôle. Okay? Entre autres pour les soins de santé, entre autres, ça a été démontré par Thompson et ses collègues et Woodward aussi et Walston. Et l'idée, c'est que ceci serait beaucoup relié à une diminution dans la perception d'auto-efficacité, de prise de décision et dans la confiance de pouvoir négocier une situation avec succès. Plus les individus prennent de l'âge, puis ça, je veux pas dire genre entre 30 ans et 40 ans, ou 40 ans et 50 ans, ou 50 ans et 60 ans, mais peut-être à partir de 60, 70, c'est quand on rentre dans les 70, 80 et ainsi de suite. Les données suggèrent que les gens ont l'impression d'avoir un sentiment d'auto-efficacité qui est diminué. Évidemment, ils sont plus fatigués, ils ont moins de concentration, leur mémoire est moins bonne, en moyenne, là, tu sais. Et donc, parce qu'on ne devient pas plus énergétique et plus vibrant et avec plus de vitalité, plus on prend de l'âge. C'est l'inverse, tu sais. Même si prendre de l'âge, c'est pas obligé d'être une pente raide qu'on chute. Il reste qu'on perd de la vitalité, on perd de l'énergie, on perd la capacité de se concentrer pour plus longtemps, et ainsi de suite. Et donc, ceci fait en sorte que les gens, avec l'âge, ont une diminution dans leur perception de comment auto-efficaces ils sont, de pouvoir prendre des bonnes décisions, dans leur confiance de pouvoir négocier une situation peut-être complexe avec succès. Et donc, ils ont tendance à, très souvent, se sortir de ça en disant je ne veux pas le contrôle de tel aspect de ma vie finalement parce que j'ai moins les moyens que j'avais et deux, je veux me concentrer sur les choses que je sais que j'ai le contrôle. Alors c'est ça où très souvent on va voir des membres de la famille prendre des décisions pour ces personnes âgées-là. T'sais. Donc avec l'âge, très souvent on voit une certaine diminution dans la motivation de contrôle. Et c'est pas nécessairement mauvais. C'est pour s'adapter un peu à nos habiletés, à notre capacité en termes de, tu sais, combien d'efforts je peux mettre pour contrôler tous ces éléments de ma vie. Plus je prends de l'âge, plus la réponse à cette question-là est nécessairement, j'ai moins d'efforts que je suis capable de mettre. Okay? Et donc, la solution à ça, c'est de dire, je suis moins motivé à contrôler, je suis motivé plutôt à ce que les autres fassent ça pour moi. OK? Et il n'est pas impossible que cette réduction dans la motivation de contrôle avec l'âge explique parfois certains cas où on voit de l'abus de personnes âgées, où est-ce qu'on voit des gens qui font semblant de soigner la personne, de prendre soin de certains dossiers au niveau financier, au niveau santé, et ainsi de suite, et qui à la place profitent de ça pour graduellement siphonner le compte bancaire de ces personnes âgées-là. C'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement présent dans notre société et c'est désolant quand on voit ça. Mais ça pourrait partiellement être expliqué par ça. OK. Donc, on a vu des preuves comme quoi les gens sont motivés à obtenir le contrôle, surtout si ils ont été précédemment dans une situation où ils l'ont perdu. On a vu des preuves comme quoi, quand les gens désirent vraiment quelque chose, ils semblent être motivés à avoir le plus d'impression de contrôle possible, parce que ça leur renforce dans leur idée qu'ils vont être capables d'obtenir ce qu'ils désirent vraiment. On a partiellement répondu à la question de quelles sont certaines différences individuelles au niveau de la motivation de contrôle. On a vu qu'on a une manière de mesurer la motivation de contrôle et qu'elle semble varier selon certaines différences, comme par exemple l'âge et par exemple... Wow, c'est fou, je me souviens même plus de l'autre que j'ai dit. L'âge, c'est vendredi là, quand j'enregistre ça. Le locus de contrôle. Grosse semaine. Et là, on peut répondre à une autre question qu'on avait qui est est-ce qu'on est toujours motivé à obtenir le contrôle ou est-ce que parfois on est motivé à l'éviter? OK?
Est-ce que le contrôle est toujours quelque chose qui nous attire? Ou est-ce que parfois c'est quelque chose qui nous repousse? Okay? Ben, les données suggèrent que ça serait pas faux de penser que parfois l'idée du contrôle peut nous repousser. Et que parfois on peut même agir à essayer littéralement de ne pas l'obtenir, ce contrôle-là. Ou de ne pas être tenu responsable d'être la personne en contrôle. Parce que la perception de contrôle n'a pas toujours des effets positifs. C'est pas toujours positif être en contrôle. Parce que, pour toutes sortes de raisons, en fait. Premièrement, parce que votre contrôle est probabilistique. Ça veut dire que avoir le contrôle d'une situation, ça ne garantit pas le succès. Ça augmente les chances de succès, mais ça ne le garantit pas. Et donc, vous pourriez avoir complètement le contrôle d'une situation et quand même ne pas réussir. Ne pas réussir à atteindre votre but ou ne pas réussir la tâche ou quelque chose comme ça. Et lorsque ça arrive, on se sent particulièrement mal. Et très souvent, les autres vont nous juger en disant « Voyons, ça fait que tu n'as pas été capable de faire ça. Tu étais 100% en contrôle, c'était complètement sur toi. » Ils vont vraiment venir nous attribuer toute la défaite à nous et pas du tout à certaines petites choses qui auraient pu arriver, même quand on avait même si on avait beaucoup de contrôle. Même quand vous avez beaucoup de contrôle sur une situation, il peut y avoir des petites affaires quand même qui arrivent et qui font que c'est impossible de réussir, même si vous aviez plein de contrôle sur la situation. Okay? Donc, votre contrôle est probabilistique. Il augmente les chances de réussite, mais il ne garantit pas la réussite. Il n'y a rien dans la vie qui garantit. Là. Tout est des probabilités. Donc, d'autres personnes ont peut-être une impression de contrôle qui augmente plus leur probabilité de succès que la vôtre, par exemple. Imaginons que vous êtes en compétition avec quelqu'un d'autre pour un objectif quelconque. Et vous avez une impression de contrôle qui fait que vous êtes particulièrement motivé, et ainsi de suite. Mais l'autre personne a encore plus une motivation de contrôle que vous. Et donc, elle est encore plus motivée, elle réussit, vous ne réussissez pas, mais vous aviez quand même un certain niveau d'impression de contrôle. C'est pas comme si vous n'aviez aucun, juste que l'autre n'avait plus. T'sais? Donc, c'est pas toujours ça va pas toujours amener nécessairement du positif tout le temps, avoir une impression de contrôle. Ça dépend de la condition, ça dépend de combien d'impressions de contrôle les autres ont qui sont qui dans le fond auxquels vous vous comparez. OK? Et il ne faut pas oublier que la poursuite d'un but perçu comme contrôlable, c'est pas tout pour réussir un but d'avoir l'impression qu'on a contrôle. C'est pas tout. La poursuite d'un but perçu comme contrôlable, ça coûte quelque chose. Ça coûte en termes de temps, ça coûte en termes d'attention, ça coûte en termes d'argent. Donc parfois, si vous voulez quelque chose, vous pouvez avoir l'impression d'avoir le contrôle et quand même dire « Ah, mais j'ai pas envie de faire ça. Ça va être trop coûteux en termes de temps, d'attention et d'argent. J'aimerais juste que ça arrive. J'aimerais juste que ça arrive. Je veux juste le résultat, mais je veux pas le processus. » T'sais? Aussi, lors de conséquences négatives, imaginons que vous avez plein de contrôle, mais quelque chose arrive et ça fonctionne pas. OK? Très souvent, la perception de contrôle est souvent reliée au jugement de responsabilité personnelle. Donc, si vous aviez le contrôle sur une situation, mais on n'a jamais 100% de contrôle, les choses arrivent, tu sais. Donc, vous aviez un certain montant de contrôle, assez pour vous sentir bien, mais quelque chose d'externe arrive qui fait tout tomber en morceaux. Mais là, à cause que vous aviez quand même un bon sentiment de contrôle et que les autres percevaient que vous aviez quand même beaucoup de contrôle, vous allez être tenu en partie responsable personnellement pour cet échec-là. Est-ce que vous souhaitez ça? Pas tout le temps. Des fois, ça serait mieux de dire « Hey man, moi j'avais zéro contrôle de ça, je suis pas responsable de ça. » Quand on a contrôle de quelque chose, on est responsable quand ça marche pas. Hein? Et comme on n'a jamais 100% contrôle de quelque chose, il est possible que on soit tenu responsable pour des trucs qui, ultimement, ne sont pas, c'est pas des choses qu'on voulait qui arrivent. Okay? Et donc, c'est pas toujours positif d'avoir le contrôle ou de ressentir qu'on a le contrôle sur quelque chose. OK?
Et l'idée, c'est que, pardon, les gens savent ça. On sait tout ça, naturellement. Okay? Et ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on a tendance à sélectionner les domaines dans lesquels on veut particulièrement penser qu'on est en contrôle et on veut se concentrer sur le fait qu'on est en contrôle, puis on veut communiquer aux autres qu'on est en contrôle. Et abandonner ou lâcher d'autres domaines, ou bien dans d'autres domaines, on aime bien penser et dire aux autres, j'ai aucun contrôle là-dessus. Parce que, si ça tombe en morceaux, dans ce domaine-là, je préfère que les autres sachent que j'avais zéro contrôle là-dessus. Alors que dans ce domaine-là, dans ce domaine-ci, je suis pas mal certain que je serais capable. Donc, ouais, j'ai le contrôle, tu sais. Et tout ça afin de maximiser notre intérêt personnel. Donc, on va sélectionner les domaines dans lesquels qu'on veut contrôler ou qu'on veut contrôler puis qu'on veut montrer qu'on a le contrôle. Puis, il y en a d'autres qu'on va abandonner à ce niveau-là. Qu'on va souhaiter ne pas faire ça. OK? Afin de maximiser notre intérêt personnel. Et tout le monde fait ça de manière intuitive. OK? En fait, on le fait tous. Si je vous donne une tâche très lourde, qui a une grande responsabilité, la première chose que vous allez... Puis qui a comme une responsabilité sociale. La première chose que vous allez me demander, c'est... Vous demandez, c'est... Ouais, je veux-tu vraiment être responsable de ça? C'est une lourde responsabilité si jamais ça ne marche pas. Okay? C'est ce genre de calcul que vous vous dites. C'est ce genre de calcul que vous êtes en train de faire quand vous réfléchissez comme ça. Okay? Et ce calcul dépend de certaines conditions. Okay? Il y a certaines conditions, il y a certaines variables qui font en sorte qu'on va tendance à sélectionner un domaine ou une activité comme quoi, oui, j'ai le contrôle, puis oui, je crois que j'ai le contrôle, puis je vais montrer aux autres que j'ai le contrôle. Puis d'autres, où est-ce qu'on va faire l'inverse? Et la première condition, c'est notre capacité à obtenir le résultat souhaité, relativement à celle d'autrui. Okay? Qui veut dire, est-ce que... je vais juste enlever ça là. Est-ce que en quelle mesure est-ce que vous sentez que vous êtes capable d'obtenir le résultat souhaité? Si vous sentez que vous êtes bien capable d'obtenir le résultat souhaité, dans ce cas-ci, c'est bien de montrer que vous avez le contrôle et de penser que vous avez le contrôle. Parce que les chances sont bonnes, sauf pour un événement complètement incontrôlable, les chances sont bonnes que vous allez être capable de vous contrôler, puis de vous réguler, puis d'arriver finalement à obtenir l'objectif. OK? Mais si vous sentez que vous n'avez pas vraiment les capacités à obtenir le résultat souhaité, dans tel cas, tu sais, comme si je me demande, moi, aimerais-tu courir un marathon? Ben, je me suis jamais entraîné pour un marathon. Je pense pas que j'ai les capacités de réussir, de finir un marathon. Donc, je m'engagerai pas en disant que... Puis je commencerai pas à penser quelles sont les manières dans lesquelles j'ai un certain contrôle sur ce marathon-là. Je me mettrai pas à penser comme ça parce que je me dis, j'ai même pas la capacité de finir un marathon, donc, non, j'ai zéro contrôle là-dessus. Tu sais? Donc, ce que vous savez à propos de vos capacités, ça vous dit quelque chose à propos de la probabilité d'obtenir le résultat souhaité, oui ou non. Souvent relativement à la probabilité d'autrui, si vous êtes en compétition avec quelqu'un d'autre aussi, ou si vous comparez à quelqu'un d'autre. Et ça va faire en sorte que vous allez soit choisir cette activité-là ou ce domaine-là comme une activité, oui, en effet, vous avez un certain niveau de contrôle, puis vous allez vous y engager, ou bien ça va faire en sorte que vous allez dire « je pense que j'ai pas vraiment de contrôle dans cette activité-là ou dans ce domaine-là, puis je ne vais pas m'engager dedans. Okay. » Burger McWard et Latour, en 89, ont donné à des participants le choix de s'auto-administrer un stresseur, qui est une prise de sang. OK? En d'autres mots, on va faire une prise de sang et une prise de sang, c'est généralement un stresseur pour les gens. Je veux dire, c'est pas quelque chose de terrible, mais c'est pas quelque chose de particulièrement plaisant non plus pour tout le monde. OK? Et peut-être qu'il s'assurait, je sais pas, mais peut-être que dans cette étude-là, il s'assurait que la prise de sang est un événement assez stressant pour les participants. OK? Donc, il donnait deux choix. On a une genre de machine qui fait que vous pouvez prendre la prise de sang vous-même
assez facilement. Non, pardon, c'était pas ça. Il disait, est-ce que vous voulez, on peut vous montrer comment prendre une prise de sang vous-même, mais ou bien quelqu'un d'autre peut le faire pour vous. Quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié que vous, là. Quelqu'un qui connaît bien, mais on pourrait vous le montrer comment le faire. Et vous seriez capable d'apprendre techniquement, mais on pourrait demander à quelqu'un d'autre qui est plus qualifié que vous pour prendre la prise de sang. Ce qu'on voit, c'est que ces participants-là laissent tomber une source de contrôle, soit l'auto-administration, pour maintenir une impression de contrôle sur leur bien-être général. Donc pour eux, ils se disent, OK, je veux pas être en contrôle de la prise de sang, parce qu'il y a quelqu'un de plus qualifié que moi, puis j'ai pas les capacités pour... je pense pas que j'ai les capacités pour apprendre comment faire ça, même si on est prêt à me le montrer. OK? Donc, ils laissent tomber le contrôle. Mais ils font ça parce qu'ils se disent, en faisant ça, je maximise les chances qu'il n'y a pas de problème avec la prise de sang et je contrôle mon bien-être général. Donc ça, c'est la logique qu'il faut comprendre de ça. C'est que très souvent, on va voir que dans la vie, on laisse tomber de contrôler certains trucs afin d'avoir un plus grand contrôle sur notre bien-être en général. Okay? Je contrôle mieux ma situation financière en laissant tomber le contrôle sur toutes mes comment qu'on dit, mes investissements à la bourse, ça, puis en donnant ce contrôle-là à la place à quelqu'un que j'engage pour s'occuper de ça pour moi. Donc, en laissant tomber un contrôle particulier spécifique, je me sens plus en contrôle de l'affaire en général. Voyez-vous comment c'est intéressant à ce niveau-là. Une deuxième condition, c'est le potentiel pour le regret ou le blâme. Si je m'engage dans cette activité-là, puis je tente de prendre le plus de contrôle possible, puis je me concentre sur le fait que j'ai quand même le contrôle sur certains trucs, et que ça ne marche pas, combien de regrets ou combien de blâme je vais... combien je vais regretter cette défaite-là, et combien on va me blâmer pour cette défaite-là. OK? Et les gens perçus comme en contrôle de la situation sont souvent, comme je vous ai dit, tenus responsables pour le résultat final, par eux-mêmes et par les autres. Et ce résultat final-là, c'est parfois des défaites. Et donc, est-ce que je vais vraiment me faire blâmer? Donc, pensez à des événements dans la vie où est-ce qu'on vous dit « Pourrais-tu faire ça pour moi? Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, mais je peux pas le faire moi-même. Puis, pourrais-tu essayer? » Puis là, vous dites « Ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Si j'essaye puis ça marche pas, puis la personne dit « Ah non, t'inquiète pas, je vais pas te blâmer si ça marche pas. Fais juste faire de ton mieux. » S'il te plaît, ça m'aiderait beaucoup. Fais de ton mieux, puis si ça marche pas, c'est correct. OK? Mais on a plus tendance à dire « OK, je vais le faire », que si la personne dit « Ah non, si ça marche pas, il faut que ça marche, là, tu peux pas, si tu t'engages, il faut que ça fonctionne, là, sinon tu vas me mettre dans la chenoute. » Donc, il rentre dans notre calcul de est-ce que je m'engage dans cette activité, puis je choisis d'essayer de prendre le contrôle, puis de réfléchir à comment j'ai le contrôle. Ça va dépendre de quel potentiel il y a pour le regret ou le blâme. Okay? Et on voit ça même dans des activités à faible risque, en fait. Sélectionner un restaurant ou un film. Okay? On voit ça que même dans des activités à faible risque comme ça, les gens peuvent être motivés à éviter le contrôle. Okay? Vous êtes en groupe, vous sortez avec vos amis, vous êtes, 5-6 amis qui sortaient en groupe. Voulez-vous vraiment être la personne quand on dit hey, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on sort? Voulez-vous vraiment être la personne qui a donné au groupe l'idée de sortir dans un endroit puis c'était vraiment plate? Parce que là, les gens vont dire ouais, c'est Gagnon qui nous a dit qu'on devait venir ici. Ouais, bonne idée, Gagnon, c'est super plate. Il n'y a rien ici qui se passe. On aurait dû aller à telle autre place à la place, tu sais. Donc, on est tout le temps, même dans des activités à faible risque, comme des sorties ou des choix, ou quelque chose comme ça, des choix au niveau de la consommation, souvent on est motivé à éviter le contrôle.
Où est-ce que tu veux manger à soir? Ben, je sais pas, où est-ce que toi tu veux manger à soir? Ben, telle place, on peut aller à telle place, mais je sais pas si tu vas aimer ça. Tu sais, c'est le genre de, ben, je veux pas être blâmé, là, si t'aimes pas ça, là, tu sais. Euh, Évidemment, cette tendance-là prend de l'ampleur avec les choix avec conséquences personnelles, légales ou morales, c'est sûr. T'sais. Bon, si on est sorti en groupe, puis c'est moi qui avais décidé dans quel bar on sortait, puis c'est un bar super plate où il n'y a rien qui se passe, puis les boissons sont dégoûtantes et la musique est désagréable, puis c'est plate, pas la fin du monde. Au pire, mes amis vont se moquer de moi pendant quelques temps en disant on n'écoute plus Gagnon. Les recommandations sorties de Gagnon sont à éviter définitivement. Mais c'est pas la fin du monde. Au pire, allez, on rigole. Puis je me sens mal pour une soirée, puis c'est tout. Mais cette tendance-là à prendre l'ampleur avec des choix qui ont des conséquences personnelles, des conséquences légales, des conséquences morales, des conséquences financières. Définitivement. Donc, combien de blâme est potentiel? Combien de regrets potentiels? Est-ce qu'on a les habiletés? Tout ça, c'est deux conditions qui modulent si on veut le contrôle ou non. Troisième condition, c'est les coûts reliés à l'atteinte de l'objectif. En termes d'argent, de ressources ou d'attention. L'impression de contrôle qu'on a, ça implique souvent un impératif d'agir. Très souvent, les gens vont dire, tu sais, ben, si tu es capable de le faire, tu devrais le faire. S'il y a un problème et tu es capable de le résoudre, pourquoi pas toi? Tu devrais. Il y a comme une certaine implication que si tu as le contrôle, tu devrais agir. Okay? Mais des fois, on ne veut pas agir. Parce que parfois, le coût peut être trop élevé d'agir. Ça prend trop de temps, c'est trop coûteux. Okay? Même si le coût est jugé trop élevé, ne pas poursuivre le but pourrait mener au regret ou à un jugement négatif de la part d'autrui. Okay? Pas top élevé, mais trop élevé. Il manque un R ici. Tu sais, donc, parfois, les gens vont nous dire, ben, puis nous aussi, on va ressentir qu'on a un certain contrôle sur la situation, donc on est d'une certaine manière responsable, donc on devrait agir. Et parfois, le coût d'agir peut être très cher. Et on peut choisir de ne pas le faire. Mais même s'il est cher, ce coût-là, parfois les gens qui vont nous regarder abandonner vont nous blâmer pour ça. Okay? Ou bien on pourrait même regretter ça. Okay? D'avoir pas poursuivi l'objectif, entre autres parce que le coût était trop cher. Okay? Donc parfois on est comme pris dans un genre de... On est pris un peu entre l'arbre et l'écosse à dire, ben, je peux agir, je serais une bonne personne si je faisais ça, mais man, ça va me coûter cher en termes de temps et d'énergie. Mais les autres savent que j'ai contrôle, fait que si je le fais pas, je vais paraître mal, puis je pourrais moi-même aussi regretter de ne pas avoir fait ça. Fait que là, tu sais, vous savez, vous pourriez probablement identifier des décisions dans votre vie où vous étiez comme ça, comme pris entre les deux. Tu sais? Donc, les coûts reliés à l'atteinte de l'objectif vont définitivement jouer dans votre calcul de est-ce que je m'engage à prendre le contrôle de ça puis à penser que j'ai le contrôle ou non. Okay? En réponse à ça, souvent pour gérer ce genre d'anxiété qu'on peut ressentir quand on est justement pris comme ça entre l'arbre et l'écosse, parfois ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste éviter de penser qu'on a le contrôle. Puis donner l'impression aux autres, ah non, j'ai pas le contrôle là-dessus. Tu sais? Parce que justement, il serait une bonne chose de faire ça. On a un certain niveau de contrôle, mais man, ça va vraiment être difficile. Puis je veux pas être blâmé si je réussis pas, mais si je m'engage pas, je vais aussi être blâmé. Donc parfois, c'est juste plus simple de dire, ah, sais-tu quoi, j'ai zéro contrôle là-dessus, moi.
On se sort complètement de ce problème-là en disant ça. OK? Donc, ce qui fait en sorte que très souvent, les gens sont motivés à penser qu'ils n'ont pas le contrôle, à exprimer qu'ils n'ont pas le contrôle. Ils sont motivés à réfléchir à plein de différentes manières dont ils n'ont pas le contrôle. Par exemple, des fumeurs qui préfèrent croire qu'ils n'ont pas le contrôle sur leur consommation pour éviter de prendre contrôle de leur tabagisme. Pourquoi? Pas parce que ce sont des mauvaises personnes, sans aucun... Ils comprennent très bien que c'est mauvais pour eux, okay, de fumer. Mais ça va demander tellement d'efforts. T'sais? Puis si ça réussit pas, est-ce qu'ils vont se faire blâmer? Mais ils devraient quand même essayer. Mais s'ils essayent pas, est-ce qu'ils vont être mal vus? Là? C'est plus simple de dire « Ah, j'ai zéro contrôle là-dessus. Moi, c'est une addiction. Moi, j'ai une personnalité addictée. Ça fait partie de qui je suis. Je suis juste comme ça. » C'est-à-dire qu'on laisse tomber le contrôle. T'sais? Des fois, c'est une façon assez rapide de se défaire de cette anxiété-là. Et je ne peux pas blâmer les gens pour ça, et on ne devrait pas blâmer les gens pour ça. Mais très souvent, dans des conditions comme ça, c'est dans des interventions dans des conditions comme ça, c'est de faire comprendre aux gens que tu as un certain niveau de contrôle, mais peut-être d'essayer de leur faire comprendre que peut-être qu'on peut t'offrir de l'aide pour que tu ne perçoives pas ça comme tellement si coûteux. Peut-être qu'on peut t'aider pour que ça soit pas trop coûteux en termes d'argent, de ressources et d'attention. Et peut-être qu'on peut distribuer ton but sur différentes étapes pour que ces coûts-là soient plus gérables à court terme. Tu sais? Sans noter qu'il peut être bénéfique d'avoir une faible impression de contrôle, en général. Okay? Comme si on avait le contrôle, puis on a une défaite, ben, très souvent, on va percevoir ça nous-mêmes, et les autres vont percevoir de nous qu'on a gaspillé des ressources, qu'on n'était pas assez préparé, à gérer la défaite ou à la possibilité d'une défaite. Et donc, c'est pas nécessairement positif. OK? Laissez-moi redire ça d'une autre manière différente. OK? Lorsque vous vous engagez dans quelque chose de très difficile, en pensant « Oh, j'ai 100% le contrôle là-dessus. Ah non, ça va super bien aller. J'ai aucun doute. Je suis 100% en contrôle de ça. » Et que finalement, ça ne fonctionne pas pour toutes sortes de raisons. Vous avez gaspillé des ressources. Vous démontrez aux autres que vous étiez pas prêt à la possibilité que ça allait pas marcher. Donc, vous étiez trop confiant de votre contrôle. Et c'est pas adaptif, c'est pas bien d'être trop confiant de son contrôle. C'est comme tout, hein? Dans la vie, il faut un certain niveau d'impression de contrôle, mais pas absolu. Okay? Or, si vous aviez une impression minime de contrôle, si vous dites « Ok, je vais m'engager dans telle affaire, c'est difficile, ça va être long, puis j'ai pas complètement le contrôle. J'en ai un peu, je vais faire ce que je peux, je vais vraiment faire ce que je peux, mais je comprends que j'ai pas tout le contrôle. » Là, rentrer dans la situation comme ça, donc avec une reconnaissance que vous n'avez pas tant de contrôle que ça vous permet de dire « Ok, comme j'ai pas tout le contrôle, qu'est-ce qui pourrait arriver qui va faire en sorte que je ne vais pas réussir? Ah, il pourrait arriver X, il pourrait arriver Y. Ok, s'il arrive X, je fais quoi? Ben, je pourrais faire ceci. S'il arrive Y, je fais quoi? » T'sais? Et donc, et à quoi je devrais m'attendre? Quel genre d'effort je devrais m'attendre? Et ainsi de suite. Okay? Et donc, tout ça fait en sorte que ça augmente les chances que vous allez réussir. Avoir une moins bonne impression de son propre contrôle, en présupposant qu'on a quand même un certain niveau de contrôle, évidemment, ça peut faire en sorte qu'on va être plus prêt à faillir. Et si on est plus prêt à faillir, à échouer, on peut plus voir l'échec venir et dire « Ah, je sais ce qui est en train d'arriver, telle chose est en train d'arriver, donc je me suis préparé pour ça parce que je me disais que probablement que ça allait arriver. » T'sais? Et on peut aussi mieux ajuster nos efforts et nos attentes, ce qui pourrait faire en sorte qu'on est plus résistant à long terme.
Okay? Comparativement à quelqu'un qui lâche parce qu'il s'attendait à ce que ça soit facile, par exemple. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, surtout pour des tâches complexes, c'est pas bien d'avoir 100% l'impression qu'on a contrôle. C'est mieux de se dire, j'ai un certain niveau de contrôle, mais il est vraiment pas à 100%. Il y a plein de choses qui pourraient arriver, incluant plein de choses à propos de moi-même, sur lesquelles j'aurais pas contrôle à ce moment-là, okay? Qui pourrait faire en sorte que ça va pas fonctionner. Et donc, j'ai besoin de me préparer. Et en fait, ça, si on regarde la psychologie au niveau des changements des habitudes, comme le tabagisme, la perte de poids, la mise en forme, arrêter l'alcoolisme, et ainsi de suite. S'il y a une leçon qui sort de tous ces domaines-là, là, c'est le fait que il faut planifier pour des contingences. Ça veut dire des choses. Qu'est-ce qui arrive si telle chose arrive? Qu'est-ce qui arrive si telle chose arrive? Qu'est-ce qui arrive si telle chose arrive? Je fais quoi dans tel cas? Je fais quoi quand il y a cet obstacle-là puis j'ai pas le contrôle dessus? Je fais quoi quand il y a tel obstacle puis j'ai pas le contrôle dessus? Tu sais? Et souvent, lorsqu'on se prépare comme ça, on augmente grandement les chances qu'on va être capable de réussir ou de se rapprocher un petit peu plus de l'objectif. Échouer, mais apprendre beaucoup plus, prendre plus d'expérience pour que la prochaine fois qu'on essaye, ça fonctionne. Tu sais? Et donc, c'est bénéfique des fois d'avoir une faible impression de contrôle. Ça nous permet de mieux nous préparer. Ceci suggère que le contrôle personnel peut être non souhaitable dans certains cas, lorsque le but est important, mais que la probabilité de réussite est faible. Vous voulez vraiment X, c'est très important pour vous, mais les chances que vous obteniez X sont faibles parce que vous n'avez pas vraiment les capacités et c'est très complexe. Mais c'est pas le moment de vous dire « Non, je vais être capable, c'est beau, je suis en contrôle. » Non, ça, c'est pas avisé, c'est pas bien. C'est bien plus adapté de se dire j'ai un certain niveau de contrôle, mais il va vraiment falloir que je me prépare et que je mette des plans de contingence au cas où X, Y arrive, au cas où Z arrive, au cas où plein de trucs arrivent sur lesquels je n'aurai pas contrôle. Et en faisant ça, vous êtes en train de maintenir le plus de contrôle possible, mais à un niveau plus large. T'sais? C'est ça que je disais. En comprenant qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez vous préparer parce que vous n'aurez pas le contrôle dessus, vous, d'une certaine manière, augmentez votre contrôle. Ça dépend à quel niveau on regarde ça. Il y a aussi une distinction à faire, puis je l'ai faite un tout petit peu au début, entre le contrôle réel et le contrôle illusoire. C'est que très souvent, on a un certain niveau de contrôle réel sur quelque chose, puis on le sait. Mais des fois, on aime juste penser qu'on a un certain niveau de contrôle, juste pour se sentir bien, puis c'est complètement illusoire. Puis si on y questionnait vraiment, on s'en rendrait compte. Mais on se dit, alors j'ai quand même un certain niveau de contrôle là-dessus. Tu sais, c'est illusoire, c'est juste pour se faire du bien, comparativement au vrai contrôle. Et parfois, on va préférer le contrôle illusoire au vrai contrôle. Okay? Et le contrôle illusoire, c'est quand on surestime notre contrôle personnel en jugeant qu'on a un certain contrôle sur les chances que quelque chose arrive ou sur comment efficace quelque chose va être comme stratégie pour obtenir un but désiré ou pour éviter un but non désiré. Okay? Souvent, on va faire toutes sortes de petites choses dans la vie pour maintenir notre contrôle illusoire, notre sens de contrôle illusoire. Okay? Les stratégies de contrôle illusoire, ils ont comme avantage, entre autres, de nous donner une impression de sécurité, de diminuer l'anxiété. Mais ces stratégies-là n'ont pas comme avantage de faire en sorte qu'on va prendre des décisions, qu'on va agir. Okay? C'est surtout, on recherche une genre d'impression de contrôle illusoire pour diminuer notre anxiété ou pour se mettre en sécurité. Pas le genre d'affaire qui va faire qu'on va nous pousser à agir. Tu sais? Et pensez à toutes sortes de petites pensées que vous pouvez avoir ou des petits comportements que vous pouvez avoir, des choses que vous vous dites.
juste pour vous rassurer que ça va fonctionner. T'sais? Ça, c'est du genre de contrôle illusoire. Et c'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Tout le monde fait ça, c'est pas mauvais, c'est pas mal adapté. Ça peut l'être si c'est extrême. C'est comme tout. Tout est mal adaptif. Tout phénomène psychologique est mal adaptif s'il est trop extrême. Okay? Même les émotions positives. Puis même être trop motivé à trop de trucs, c'est mal adapté. Thompson et ses collaborateurs en 1999 ont mené des recherches sur des jeunes adultes et leur comportement de protection en lien au sida. Ceux qui... des gens qui ont des relations sexuelles avec différents partenaires et on se demande... Et qui sont concernés par la possibilité du sida. OK? Et ils ont mesuré la tendance au contrôle illusoire de ces jeunes-là. La perception de vulnérabilité au VIH-Sida et l'utilisation de stratégies protectrices illusoires. Comme par exemple, poser des questions aux partenaires sexuels. Ça, c'est une stratégie protectrice illusoire. C'est en posant des questions aux partenaires sexuels à propos du sida, en leur demandant s'ils l'ont ou combien de partenaires ils ont eu. C'est d'une certaine façon pour se rassurer eux-mêmes. T'sais? Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que ceux avec plus de prédisposition au contrôle illusoire, ceux qui voulaient vraiment du contrôle illusoire, il y avait plus tendance à utiliser des stratégies illusoires comme ça et ressentir qu'elles le protégeaient du sida. Je peux pas avoir le sida, je lui ai demandé combien de partenaires qu'il y avait, puis il a dit qu'il y en avait très peu ou qu'il n'y en avait jamais eu avant moi. Donc, tu sais, je me sens pas... Je pense qu'il n'y a pas de problème. T'sais. Alors que vraiment, il faudrait... c'est sérieux le VIH-Sida et donc probablement qu'il faudrait aller au-delà de juste poser des questions puis obtenir des réponses qui nous font sentir bien puis qui diminuent notre anxiété. T'sais. Mais très souvent, on va faire ça. Poser des questions aux gens lorsqu'on est anxieux pour diminuer notre anxiété. Et très souvent, on pose des questions pour essayer d'obtenir un certain contrôle illusoire. Maintenir cette illusion que c'est bon, on a le contrôle de ça, on a le contrôle de la probabilité que quelque chose de mauvais nous arrive ou quelque chose de bon nous arrive. La motivation de contrôle, elle a plein d'impact au niveau de la cognition. OK? Et c'est ce à quoi on s'attendrait si la motivation de contrôle est particulièrement importante. Si c'est vraiment important, ça va avoir un impact au niveau émotionnel, un impact au niveau cognitif. Et les recherches suggèrent que oui, ça a un impact au niveau de la cognition, à la façon dont on traite l'information. En fait, la motivation de contrôle a tendance à avoir un impact au niveau de la cognition dans le sens où elle est reliée à la surestimation, à des aspirations et des attentes élevées, au traitement hypervigilant de l'information et à l'augmentation dans l'analyse attributionnelle. Et si vous demandez, c'est juste des mots, je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire, on va voir tout ça en détail. Okay? Prenons la première, la surestimation du contrôle. Okay? La motivation de contrôle a un impact cognitivement sur comment vous estimez les risques que quelque chose arrive, les risques que vous soyez capable, et ainsi de suite. On a vu précédemment que les gens peuvent avoir tendance au contrôle illusoire, mais les gens hauts en motivation de contrôle sont plus susceptibles de surestimer leur contrôle, ce qui tombe dans du contrôle illusoire. T'sais? Donc, ils ont plus tendance au contrôle illusoire. Les gens qui sont hauts en motivation de contrôle sont plus susceptibles de surestimer leur contrôle, donc, pour ainsi dire, plus susceptibles au contrôle illusoire. Berger, dans une série de tâches classiques qui date maintenant, mais 79, 86, 91, démontre très bien cette tendance dans le contexte de jeux purement aléatoires. Okay? Et donc, il fait jouer à des participants. Il mesure la motivation de contrôle des participants et avec ça, il choisit des participants qui ont une motivation de contrôle très basse, puis un groupe de participants qui ont une motivation de contrôle très haute, et il les met dans des jeux purement où les résultats sont purement aléatoires. C'est des jeux purement aléatoires. OK?
Et ce qui se rend compte, c'est que les personnes hauts en motivation de contrôle ont tendance à beaucoup plus surestimer le contrôle qu'ils ont sur les résultats des jeux, même si c'est purement aléatoire. Okay? Et ça, c'est surtout le cas si les jeux leur semblent familiers, comme si ce sont des jeux qui contiennent des objets typiques comme des cartes, par exemple. C'est aussi le cas si les individus ont un historique de gain avec ces jeux-là. Okay? Je gagne typiquement à tel jeu, donc pas mal certain que je vais être capable de gagner ici, même si c'est un jeu de chance. Même si c'est un jeu de chance, je gagne typiquement. Okay? D'ailleurs, ça c'est très bizarre que les gens disent ça. Ah, je suis chanceux. Êtes-vous chanceux ou malchanceux, vous? Je me demande. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça? Et je pense qu'il y en a certains de vous qui diraient ah, je suis chanceux. Et c'est intéressant qu'on soit capable de dire ça, je suis chanceux. Ça veut dire quoi? Que juste parce que quelque chose de bon est arrivé normalement, par exemple, dans une certaine activité, vous avez eu typiquement de la chance dans le passé, pourquoi vous penseriez que ça dit quelque chose à propos du futur? Ça devrait être complètement non relié au futur, mais pourtant on a tendance à dire ah, à cause que j'ai eu des gains dans le passé avec tel jeu, aléatoire, un jeu de chance, je me sens chanceux pour ceux à venir. T'sais. Ce qui fait aucun sens au niveau... T'sais, chaque jeu c'est sa propre affaire, mais on a tendance à penser que parce que c'est arrivé dans le passé, ça va se perpétuer dans le futur. Et surtout aussi, si la situation a des caractéristiques qui miment celles dans lesquelles on a le contrôle. Donc par exemple, tu sais, c'est drôle, mais les gens vont penser que si je vous dis, si on joue au dé par exemple, okay, puis il faut que vous obteniez un 6 pour avoir un certain nombre d'argent ou pour gagner, et que je dis, ok, c'est à votre tour, est-ce que vous voulez que la machine lance le dé pour vous ou est-ce que vous voulez lancer le dé pour vous-même? Les gens vont dire, ah, je vais le lancer pour moi-même. Surtout les gens qui ont une motivation de contrôle élevée. Je veux le lancer par moi-même, le dé. Ah, c'est un dé, c'est aléatoire. Même si vous le lancez, vous n'avez aucune idée combien ça va donner. Est-ce que vous allez obtenir un 6 ou non? Aucune idée. Mais quand même, vous pensez que si c'est vous qui le lancez, peut-être que vous pouvez l'influencer d'une certaine manière. Peut-être pas magique, mais tu sais, vous pouvez l'influencer d'une certaine manière. Tu sais, les gens qui ont de la motivation de contrôle élevée se disent plus ça que les autres. On voit ça entre autres aussi, les joueurs de loto qui ont plus, les joueurs de loterie qui ont plus de chances de sélectionner leur propre chiffre s'ils sont forts en motivation de contrôle. OK? Comparativement à des chiffres générés par la machine. Je ne sais pas si vous savez, mais lorsque vous générez vos propres numéros, ça n'augmente pas du tout les chances que vous gagnez. Zéro. Il y a juste une combinaison qui va être gagnante, et that's it. Que vous la génériez vous-même ou que l'ordinateur la génère pour vous, ça reste la même probabilité. Okay? Mais c'est drôle. Les gens, surtout en motivation de contrôle élevée, vont avoir tendance à vouloir jouer leur propre chiffre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à propos de mes propres chiffres. Ils ont l'impression d'avoir... Ils veulent ce contrôle illusoire-là. Et encore là, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est intéressant. C'est quelque chose d'intéressant à propos des gens. Cette tendance à surestimer le contrôle et à le retrouver peut aussi prendre la forme de pensée magique ou de pensée superstitieuse. Puis on s'en allait un peu vers ça, là, quand je disais, il y a quelque chose à propos de mes numéros, c'est ma date de naissance avec la date de naissance de mon épouse puis de mes enfants, puis je joue tout le temps ces numéros-là. Il y a quelque chose de magique, de spécial à propos de ça. Même les personnes les plus rationnelles au monde ne sont pas immunisées contre les pensées magiques, la superstition. Ça fait partie de ce que c'est que d'être humain, que d'espérer qu'on peut avoir un impact sur les choses au-delà de la réalité physique, par une certaine énergie inconnue, par une certaine magie ou une certaine, tu sais, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, une certaine superstition. Même les gens très intelligents ont des pensées magiques ou des superstitions. Surtout s'ils sont forts en motivation de contrôle. OK? Et on a ici un exemple d'étude, justement là-dessus, cette tendance à surestimer le contrôle et à le retrouver, puis aussi prendre la forme de pensée magique ou de superstition, comme j'ai dit,
Et on voit ça dans Keenan, dans l'étude de Keenan en 2002, où est-ce qu'on a des participants de différents niveaux de motivation de contrôle qui sont exposés à une situation stressante ou non stressante. Okay? Et on leur donne la possibilité de faire un certain comportement qui est toucher du bois, touch wood. Okay? Cogner sur du bois ou toucher du bois, qui est quelque chose qui est une superstition. Mais les gens font ça, right? Les gens le font. Et ce qu'on voit, c'est que ce qu'on regarde, c'est combien de fois pendant la tâche ils choisissent de toucher du bois. Okay? Et ce que vous avez, c'est que vous avez un effet principal de la motivation de contrôle. Okay? Donc, ceux qui sont... je pense que c'est ici. Ceux qui sont forts en motivation de contrôle, ça, c'est le nombre de touchés de bois, pour ainsi dire. Ça, c'est ceux qui sont faibles en désir de contrôle ou en motivation de contrôle. Ça, c'est ceux qui sont forts en désir de contrôle ou en motivation de contrôle. Ce que vous voyez, c'est que, en fait, on a une interaction. Ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont forts en motivation de contrôle, ils ont tendance à beaucoup plus s'engager dans ce comportement de toucher du bois, qui est un comportement superstitieux. OK? C'est vrai un petit peu, mais pas tant que ça, dans une tâche où ils ne sont pas stressés, mais c'est vrai surtout dans une tâche où ils sont stressés. Dans une tâche de high stress, alors que ça, c'est une tâche de low stress. Donc, c'est un effet d'interaction qu'on a. La motivation de contrôle interagit avec le niveau de stress pour produire plus de comportements superstitieux. Et en général, en passant, c'est ce que vous allez voir typiquement chez les gens en général. Que si vous voyez des comportements superstitieux sortir, on ne parle pas nécessairement plein de gens le font là, en passant. Là, et on voit ça beaucoup aussi dans le monde athlétique. Okay? Chez les athlètes qui sont extrêmement superstitieux, certains athlètes. Si vous voyez des comportements superstitieux ou des pensées magiques sortir, ça va souvent être dans des situations de stress. Pensez juste à quelqu'un qui roule les dés et qui a beaucoup d'argent sur la table et qui dit « come on », puis là, qui souffle dans sa main avant de lancer le dé. Et c'est un comportement complètement superstitieux, ça. Qu'est-ce que ça donne de souffler dans sa main? Absolument rien. Mais plein de gens le font. Okay? Parce qu'il y a un certain... Il y a beaucoup d'argent là, sur la table. Donc, il y a un certain stress. Donc, souvent, c'est là où on va voir les superstitions des gens sortir. Dans des situations de stress. Et ça, c'est pas mal vrai pour tout le monde, mais encore plus intense pour des personnes avec une motivation de contrôle élevée. Okay? Donc, ceci suggère que les comportements superstitieux nous aident à retrouver une impression de contrôle sur la situation, là, surtout lorsqu'on est stressé. Surtout lorsqu'on est stressé. Les gens vont faire des petites cérémonies, ils vont avoir tendance à plus prier, ils vont avoir tendance à faire certains trucs, à dire certains trucs, certaines expressions, à penser certaines pensées, à dire je vais envoyer des ondes positives. Qu'est-ce que ça veut dire envoyer des ondes positives? Pas mal certain que tu n'envoies rien quand tu envoies des ondes positives. Mais quand on est stressé, on a besoin de penser comme ça, parce qu'on a besoin d'être rassuré. Il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal là-dedans, tu sais. Toutefois, d'autres recherches suggèrent qu'il y a aussi un lien entre une faible motivation de contrôle et les croyances superstitieuses. Donc, c'est un peu paradoxal. Ça se peut que parfois, les croyances superstitieuses, dans certains contextes, soient associées à une forte motivation de contrôle, mais dans d'autres contextes, ils sont parfois associés à une faible motivation de contrôle. Ce qui devrait vous mélanger, mais c'est normal d'être mélangé parce que l'être humain est complexe. Comme par exemple Berger en 91, qui a observé que les joueurs de bingo avec une faible motivation de contrôle démontraient plus de superstition pendant le jeu que les autres. Par exemple. Ou Rothbaum et ses collègues en 82, qui ont observé que le fait de laisser la chance, le destin ou l'intervention divine faire son travail, les gens ont tendance à faire ça quand ils ont une motivation de contrôle faible. Quand ils ont peu de motivation de contrôle. Okay? Ils ont plus tendance à laisser la chance faire, ou laisser le destin agir, ou laisser Dieu ou l'intervention divine agir. Tu sais? Et quand on y pense, c'est que c'est une façon pour eux
d'obtenir un contrôle secondaire. En laissant le destin agir et en me disant, le destin a probablement que ça va être correct. Je vais laisser le destin agir. Mais en faisant ça, je gagne un certain niveau de contrôle, d'impression de contrôle. Parce que c'est moi qui ai décidé de laisser le destin agir, voyez-vous. Ce qu'on appelle du contrôle secondaire. C'est peut-être le destin je laisse le destin agir, mais c'est moi qui décide de laisser le destin agir. Donc, c'est du contrôle secondaire. Donc, souvent, pour les gens qui ont une faible motivation de contrôle, ou qui ont l'impression d'avoir peu de contrôle, le fait de laisser les choses agir, ou le destin, ou l'intervention divine, ou d'avoir certaines superstitions, c'est parfois une façon de retrouver un peu de contrôle. C'est pour ça que c'est complexe comme ça. On a du contrôle primaire, mais on a du contrôle secondaire aussi. Primaire, c'est comme, je contrôle la situation par le fait que je suis capable, puis je juge que je vais être capable de prendre les décisions que je veux, puis j'ai les habiletés pour faire en sorte que mes décisions vont donner les résultats que je veux. Ça, c'est contrôle primaire. Mais contrôle secondaire, c'est je laisse les forces plus grandes que moi, comme l'intervention divine ou le destin, ou l'énergie psychique, des trucs superstitieux comme ça. Je permets ces choses-là de prendre le devant et de régler le problème pour moi, ou d'obtenir les choses pour moi. Mais c'est moi qui est en contrôle de ça, c'est moi qui permets ça. Donc ça, c'est du contrôle secondaire. C'est intéressant comment on a du contrôle à différents niveaux d'abstraction, si on veut. Cette augmentation indirecte-là pourrait être plus attirante pour ceux avec une motivation de contrôle faible. Parce que ceux avec une motivation de contrôle forte pourraient utiliser ces méthodes... ceux avec une motivation de contrôle forte pourraient utiliser ces méthodes seulement lorsqu'il n'y a pas d'autres options disponibles. Ceux qui sont très motivés à avoir le contrôle, ils veulent le contrôle personnel, là, le contrôle primaire. Mais si c'est très stressant pour eux et il n'y a pas d'autres options, c'est là où ils vont agir dans la superstition, puis essayer d'obtenir un genre de contrôle secondaire en laissant les forces, le destin agir. Mais ceux qui ont une motivation de contrôle faible, mais qui veulent quand même obtenir un but, eux autres, ça vaut la peine de dire, la façon dont je l'obtiens, c'est non pas en prenant contrôle de la situation, mais en prenant contrôle du fait que je ne prends pas contrôle de la situation et que je laisse l'intervention divine faire ça pour moi, parce que Dieu est bon, ou bien je suis une bonne personne, le karma, toutes sortes de choses qu'on a pour rationaliser le fait que les choses vont bien aller. C'est intéressant comment ça devient complexe à ce niveau-là. Et voyez-vous comment ça devient complexe quand même. Le contrôle existe à différents niveaux. OK, donc la motivation de contrôle a un impact sur la surestimation du contrôle. Comment est-ce qu'on surestime le fait qu'on a du contrôle? OK? La motivation de contrôle a aussi un impact sur nos attentes. Comment élevées elles sont. Les gens qui sont plus forts en motivation de contrôle ont des aspirations et des attentes plus élevées que ceux faibles en motivation de contrôle. Par exemple, une motivation de contrôle forte influencerait les gens à choisir des tâches plus difficiles. Si on leur donne le choix, okay, est-ce que tu veux faire telle tâche qui est super simple, puis tout le monde est capable de la réussir, ou est-ce que tu veux essayer celle-ci, qui est plus difficile, mais waouh, si tu la réussis, pas mal cool. Okay? Bon, mais les gens plus forts en motivation de contrôle, ils auront plus tendance à choisir la tâche difficile, perçue comme une genre d'opportunité pour démontrer leur habileté aux autres, mais aussi à eux-mêmes, pour se renforcer dans leur croyance qu'ils ont plein de contrôle et dans leur motivation d'en obtenir encore plus. Et à prendre contrôle et à maîtriser des situations difficiles. Leur habileté à prendre contrôle et maîtriser des situations difficiles. Donc, les gens vont avoir tendance à choisir, à avoir des attentes plus élevées d'eux-mêmes et à choisir des tâches qui fitent avec ces attentes-là, s'ils ont une motivation de contrôle plus élevée. Ceux et celles avec une motivation de contrôle faible, ils sont typiquement, en moyenne, typiquement moins motivés à démontrer leur maîtrise et se poseraient des objectifs plus réalistes. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, right? Des fois, c'est bien d'être réaliste. Parfois, en étant réaliste, on se rend plus loin en termes de l'atteinte d'un objectif que quelqu'un qui n'est pas réaliste, mais qui choisit la tâche la plus difficile parce qu'il est vraiment déterminé à montrer qu'il est capable de faire ça. Des fois, c'est mieux d'être réaliste. On se rend plus loin.
On a une meilleure performance parfois à être plus réaliste. Ça dépend de toutes sortes de facteurs, évidemment. Souvenez-vous, est-ce qu'on a 100% de contrôle de quelque chose? Non. Vous n'avez même pas 100% de contrôle de vos propres pensées. Des pensées vous arrivent, puis vous y réagissez, tu sais. Donc, tout ça, c'est probabilistique. OK? Berger aussi, en 85, a pris des participants qui étaient forts et faibles en motivation de contrôle et qui devaient compléter une série d'anagrammes. Des anagrammes, je pense que c'est comme des genres de puzzles où est-ce que je vous mets une série de mots, puis là, vous devez utiliser les lettres de ces mots-là pour créer un autre mot. Il faut trouver le mot qui était caché dans ces lettres-là qui étaient chamboulées dans un ordre complètement aléatoire. Okay? C'est très difficile. Okay? Ben, il y en a des plus faciles puis il y en a des difficiles. Mais Berger a noté que en donnant des anagrammes qu'il faisait croire qu'ils étaient de très difficile à très facile, de très facile à très difficile, alors qu'en réalité, ils étaient tous relativement très faciles. Okay? Ça dit ici relativement, ça devrait dire relativement. Il donne ça à des participants forts ou faibles en motivation de contrôle. Et les participants doivent choisir lesquels tu veux, ceux qui sont assez faciles ou ceux qui sont très difficiles, alors qu'en réalité, ils sont tous assez faciles. Okay? Et que le taux de succès est le même chez le participant, peu importe sa motivation de contrôle, okay? Parce qu'ils sont tous très faciles. Ceux et celles forts en motivation de contrôle choisissaient les anagrammes qu'ils pensaient être plus difficiles, comparativement à ceux qui étaient faibles. Okay? Donc, même si au fil du temps, ils étaient toujours capables de les résoudre parce que c'était toujours simple, et que les gens en motivation de contrôle faible auraient dû se dire, ben, ils sont tous simples, puis je suis pas pire avec ça, finalement. Donne-moi un difficile. Non, ils restaient quand même avec ce qu'ils pensaient être les faciles. Puis ceux avec la motivation de contrôle voulaient tout le temps ceux qui étaient plus difficiles. Même si finalement, il n'y avait aucune différence entre les faciles et les difficiles. Ils étaient tous relativement faciles. Okay? Donc, ça supporte cette idée que ceux avec la motivation de contrôle avaient des attentes plus élevées d'eux-mêmes et de leur capacité à résoudre ces anagrammes. OK. Donc, au niveau cognitif, la motivation de contrôle influence notre surestimation de notre contrôle, surtout au niveau du contrôle illusoire. Elle influence aussi nos attentes que nous avons de nos performances. Elle influence aussi notre vigilance. Comment vigilant on est à l'information. Une motivation de contrôle forte, okay, a un impact sur la manière dont on traite l'information. Ça augmente l'intensité de la façon dont on traite l'information et aussi la vigilance. Pittman et D'Agostino en 89 ont exposé des participants à une perte de contrôle. Okay? Et lorsque les participants étaient exposés à une perte de contrôle, ils se souvenaient lorsqu'on leur faisait lire des phrases dans une liste, ils se souvenaient après de beaucoup plus de paires de phrases dans la liste. Aussi, lorsqu'on leur faisait lire un texte après à une perte de contrôle, ils prenaient beaucoup plus de temps pour lire le texte et ils se souvenaient beaucoup plus d'informations qu'ils avaient lues dans le texte. Okay? Et comment ils expliquent ça? C'est que la perte de contrôle chez ces participants-là, comparativement, et ça c'est comparativement à des participants qui faisaient exactement les mêmes tâches, mais on leur avait pas fait l'impression de perdre contrôle. Et Pittman et D'Agostino expliquent ça par le fait que la perte de contrôle motive les gens à se questionner sur le pourquoi, le fonctionnement des choses, et ça mène les gens à être à plus scruter leur environnement pour mieux comprendre les choses, pour mieux retrouver l'impression de contrôle. Donc, ça mène à une augmentation de vigilance. Parce qu'on perd le contrôle, on est plus vigilant, on scrute plus les choses, on analyse les choses de manière plus méticuleuse dans le but de retrouver un certain niveau de contrôle. Okay? L'effet de la motivation de contrôle sur la vigilance serait général et non spécifique à une situation ou à une tâche particulière, comme par exemple lire des phrases. Je vais vous donner un exemple. Schwann, Stevenson et Pittman en 81, par exemple,
Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils privent les participants de contrôle dans une tâche expérimentale, OK? Où ils les privent de contrôle pour s'assurer que les participants se sentent privés de contrôle. Ces participants-là, OK, on les met dans cette tâche-là qui les prive de contrôle, OK? Puis ensuite, on leur dit, OK, la tâche est terminée, merci, vous pouvez partir, tout est terminé. Mais là, il y a quelqu'un qui rentre dans le laboratoire qui fait semblant, c'est un acteur, mais il fait semblant d'être quelqu'un qui rentre puis qui se met à jaser avec la personne. OK? Donc, le participant pense que l'étude est terminée, mais se met à jaser avec quelqu'un. Right? Et les participants qui étaient privés de contrôle pendant la tâche, lors de l'après-tâche, que eux pensaient que la tâche était terminée, alors que vous savez que la tâche continue, mais eux, ils ne savent pas, lorsqu'ils jasaient avec la personne, ils posaient plus de questions à la personne et ils apprenaient plus à connaître la personne. Ils obtenaient plus d'informations détaillées sur la personne. Okay? Et eux avaient l'impression que la tâche était complètement finie. Donc, leur perte de contrôle augmentait pas juste leur hyper-vigilance dans le cadre de ce que eux pensaient être l'étude. Même quand l'étude était terminée, puis ils étaient dans un autre contexte où ils interagissaient avec quelqu'un, ils étaient plus vigilants et ils posaient plus de questions et ils étaient plus méticuleux dans comment ils apprenaient à connaître la personne. Okay? Et c'est ça qui nous fait dire que l'effet de la motivation de contrôle, lorsqu'on perd le contrôle, ça augmente notre motivation de le retrouver. Et ça a un effet sur notre vigilance et notre capacité à traiter de l'information détaillée puis à vouloir obtenir plus d'informations. Et ça, c'est général. C'est pas juste dans la tâche particulière expérimentale là, où on a fait perdre la motivation de contrôle. On voit aussi cet effet-là d'augmentation de la vigilance chez des individus atteints de dépression. Hildebrand, Saints et Weary en 89, Swan et ses collaborateurs en 81 ont noté que les personnes dépressives, et la dépression est caractérisée par l'impression d'une perte de contrôle, un manque de contrôle, okay? Recherchent plus d'informations que les non-dépressifs dans le contexte de plusieurs tâches. Contexte devrait avoir un E, tâche devrait avoir un circonflexe, je suis désolé pour ça. Ah, j'ai pas le contrôle de ça dans le fond. C'est des erreurs que mon ordinateur a faites. Non, c'est pas vrai. J'avais 100% le contrôle. C'est pour ça que je me sens un peu mal à propos de ça. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. Donc, on observe ça, entre autres, chez des personnes dépressives, comparativement à des personnes non dépressives, qui ont plus tendance à rechercher des informations dans toutes sortes de tâches. Okay? Et on relie ça à cette idée que c'est relié à l'impression de perte de contrôle et que donc, ils sont plus motivés à comprendre les choses pour essayer peut-être de retrouver un certain niveau de contrôle. Donc, la motivation de contrôle a un impact sur comment on surestime notre contrôle, quel genre d'attente on a, et aussi combien vigilant on est à l'information, comment on traite l'information en détail, combien d'informations on souhaite obtenir. Et ça a aussi un impact sur les explications attributionnelles. Ça augmente les explications attributionnelles. Vous vous souvenez peut-être pas de ça en psychologie sociale, là, de l'analyse attributionnelle, mais je vais vous expliquer rapidement. La motivation de contrôle a un impact sur l'analyse attributionnelle. Quand quelque chose vous arrive, ou arrive à quelqu'un, on peut expliquer ça, ça a un peu rapport au locus externe et interne. C'est un peu la même chose, c'est un peu différent, mais c'est un peu rapport. Comme par exemple, si vous avez un succès, vous pouvez vous attribuer ce succès-là, à dire, la raison pour laquelle j'ai eu ce succès, c'est parce que j'ai beaucoup d'habileté, ou j'ai mis beaucoup d'efforts, ou les deux. Ou vous pourriez attribuer ce succès-là à quelque chose d'externe à vous. Ça n'a pas rapport à moi, c'est juste que j'ai été chanceux. Mon compétiteur, mon adversaire était malade cette journée-là, il était plus faible. Le prof avait mis des questions super simples à l'examen. C'est pour ça que j'ai eu du succès. Donc, vous pouvez soit faire une attribution qui vous est personnelle, vous attribuer à vous-même le succès, ou attribuer le succès à des trucs externes à vous. Même chose pour les défaites. Si vous avez une défaite, vous pourriez vous attribuer à vous-même la défaite. Okay? J'ai échoué à cause que je suis pas bon, à cause que j'ai pas mis assez d'efforts là-dedans, j'ai pas assez étudié, Ou vous pourriez l'attribuer à externe à vous.
maudit professeur, les questions faisaient pas de sens, ok? Il y avait du bruit, il y avait quelqu'un qui travaillait sur le toit pendant tout l'examen, c'est pas de ma faute, c'est pas à cause de moi, et ainsi de suite. Et ce qu'on voit généralement, c'est que les gens ont tendance à s'attribuer personnellement leur succès et à attribuer aux autres ou à des sources externes leur défaite. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est souvent une bonne idée, après avoir eu notre tendance, notre réaction première à attribuer notre défaite à l'extérieur, c'est parfois une bonne idée de regarder, OK, quelle est ma part de responsabilité dans ma défaite? C'est souvent une bonne idée de faire ça parce qu'on peut commencer à grandir, à prendre contrôle de certains trucs et à s'assurer que la prochaine fois, diminuer les chances d'une défaite. OK, ça c'est l'analyse attributionnelle. Où est-ce que tu attribues la défaite? À toi ou à l'externe? Et où est-ce que tu attribues le succès? À toi ou à l'externe? Tu sais? Et ce qu'on voit, c'est que la motivation de contrôle a un impact sur cette analyse-là. Okay? On sait depuis longtemps que les individus font des attributions qui maximisent ou qui promeuvent leur impression de contrôle. Donc, ils vont avoir tendance à s'attribuer à eux-mêmes, comme je disais, des succès, et à attribuer leur défaite à quelque chose d'autre pour dire, regarde, quand je suis en contrôle, j'ai du succès. Quand ça dépend de moi, ça fonctionne. Quand ça dépend pas de moi, j'arrive pas à avoir du succès. Mais quand j'ai du succès, c'est parce que ça dépend de moi. Okay? Et donc, les gens ont tendance à de faire des attributions comme ça, attribuer les causes des succès et des défaites d'une manière qui maximise ou qui promouvoit, qui promeut leur impression de contrôle. Okay? Comme par exemple, attribuer nos succès à nos habiletés ou à notre effort, comme j'ai dit. Okay? Ça, c'est typique. Okay? Et on appelle ça en passant des attributions autocomplaisantes. Une attribution autocomplaisante, c'est s'attribuer à soi-même notre succès. Mon succès, tous mes succès, c'est parce que je suis quelqu'un de vraiment habile et je mets beaucoup d'efforts dans ce que je fais. Alors que, soyons honnêtes, plusieurs de vos succès sont à cause de ça, mais plusieurs de vos succès sont aussi parfois à cause de la chance. Parfois, c'est une combinaison des deux. Okay? Mais les gens ont tendance à avoir des attributions autocomplaisantes, à dire non, c'est moi, je suis bon. T'sais? Et les défaites, c'est souvent à cause des autres. Okay? Donc, on ne veut pas s'attribuer nos défaites. Et ça, c'est une tendance naturelle chez l'être humain. Okay? Ces genres d'attributions autocomplaisantes. Mais, ce que les recherches démontrent, c'est que ceux et celles avec une forte motivation de contrôle ont tendance à faire ça encore plus. Encore plus. Donc, ça exagère cette tendance à avoir des attributions autocomplaisantes, à s'attribuer nos succès et à ne pas s'attribuer nos défaites. Okay. Et ça, c'est différentes manières dont la motivation de contrôle impacte les explications attributionnelles. Donc, dans le cours, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la motivation de contrôle est importante pour le bien-être. Elle est probablement très forte chez l'être humain en général, mais elle n'est pas la même chez tout le monde. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Et c'est pas aussi simple qu'on veut toujours avoir le contrôle et on devrait toujours vouloir l'avoir. On a des bonnes raisons souvent de ne pas vouloir l'avoir. Il est parfois même préférable d'en avoir moins ou d'avoir moins ce sentiment de contrôle parce que ça peut parfois même mener à une meilleure préparation de contingence et donc à un meilleur succès au bout du compte, à long terme. Peut-être pas à court terme, mais à long terme. T'sais? On a vu aussi qu'il faut faire une différence entre le vrai contrôle et le contrôle illusoire et que tout le monde, parfois dans la vie, surtout lorsqu'on est stressé, ressentons le besoin de faire toutes sortes de comportements pour obtenir plus de contrôle illusoire, pour nous rassurer. On a vu que le contrôle existe à différents niveaux d'abstraction, okay? Que parfois, abandonner notre contrôle immédiat sur quelque chose, c'est une façon de rester en contrôle plus largement. Je choisis moi-même, j'ai le contrôle et je choisis moi-même d'abandonner le contrôle. Okay? Donc, on a vu que ça existe à différents niveaux. Et on a vu que le contrôle a un impact sur toutes sortes de variables cognitives, incluant quel genre d'attente vous avez, comment tendance avez-vous à surestimer le montant de contrôle que vous avez, comment traitez-vous l'information en termes de vigilance, en termes de détails, et aussi
à quoi vous attribuez cognitivement vos défaites et vos succès, ou plutôt en quelle mesure vous faites des attributions autocomplaisantes. Donc ça, c'est ce que j'avais à vous dire sur la motivation de contrôle. Il reste beaucoup à comprendre à propos de cette motivation-là, mais je voulais vous donner une idée de ce qu'on sait pour l'instant sur le domaine. OK, je vous laisse là-dessus. Bye bye.